Donc je voudrais vous présenter ceux que vous connaissez déjà. Donc Hélène Richard et Jean-Michel Ken, c'est Scherzo. Voilà. Et on va en parler tout à l'heure. Je veux dire que ce sont des scénographes pour faire court, et c'est eux qui ont piloté toute la démarche artistique et technique de ce show du soir. Bruno Coulet, qui est le compositeur, mais on va revenir aussi sur sa contribution et son parcours, et puis bien sûr Nolwenn Leroy. Et on est très heureux de vous accueillir tous les quatre pour parler de Léo. Je voudrais aussi présenter Claude Berthaud qui va intervenir tout à l'heure en fin de présentation du show. Donc Claude Berthaud est le président du conseil général. Claude, tu peux te lever? Voilà. Voilà, donc président du conseil. Vous savez que le propriétaire du Futuroscope, c'est le département de la Vienne. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Et Claude Berthaud en est le président et administrateur au conseil de surveillance. Je voudrais saluer mes amis de la CDA, Compagnie des Alpes, qui donc est l'actionnaire de référence du Futuroscope, et en particulier Olivier Garayald, qui est administrateur, qui va se lever, voilà, et qui va dire quelques mots tout à l'heure aussi. Il y a aussi Daniel Tergeau, François Passier et Philippe Lagrasse, je pense, dans la salle. Voilà. Et puis un petit mot encore, comme ça on saura qui va intervenir, pour notre ami Jérôme Giacomini, il va se présenter. C'est lui qui a conçu ce ballon de dingue, dans lequel vous êtes peut-être allé ou vous irez demain matin. On va le présenter tout à l'heure. Voilà, et je suis avec Jérôme Nomeux, qui est au Futuroscope, celui qui a la responsabilité des relations avec la presse, c'est-à-dire avec vous tous. Voilà, j'espère que pour l'instant tout se passe bien pour tout le monde, pour vos petites familles, que vous allez retrouver dans une bonne heure. Et on va passer un peu de temps ensemble. Je vais démarrer par une introduction assez rapide, puisque... Par contre, si le photographe peut arrêter, parce que ça gêne à l'audition. Pardon. On va démarrer par un rappel de ce qu'est le Futuroscope. Je sais qu'aujourd'hui, près de 70% des journalistes présents sont là pour la première fois. Et donc, je vais me permettre quelques rappels à leur intention, en m'excusant évidemment auprès de ceux qui nous connaissent bien, de ce qu'ils vont redécouvrir, le connaissant évidemment de nos rendez-vous précédents. On sait que le Futuroscope doit beaucoup à une initiative politique, celle du président Monory, à l'époque président du Conseil général de la Vienne, et qui a eu cette idée folle d'inventer ce truc, le Futuroscope, il y a plus de 25 ans maintenant, 1987. Et son idée au départ était de créer un concept original, où à la fin on pouvait s'amuser et découvrir. On pourrait dire, pour faire simple, un plaisir qui fait grandir. On n'a rien ici contre les plaisirs qui font régresser, il y a des vrais spécialistes de ça, mais le nôtre ici laisse une trace pédagogique, et on essaye dans ce dosage entre l'amusement et la découverte d'être encore dans cette trace qu'a donnée René Monory. On va appeler ça de fun ou de loisir intelligent. Bien sûr, on doit beaucoup aux technologies, on va en parler pour le spectacle de ce soir, celle de l'image, mais pas seulement celle de l'image, mais des technologies qui, évidemment, ne font sens que si elles servent un projet artistique et un contenu. Et il nous est arrivé, pour cette raison-là, de nous associer à des gens qui, amenaient leur talent, souvent étaient motivés par le Futuroscope parce qu'il leur permettait d'exprimer quelque chose que dans leur travail de cinéaste, par exemple, ils ne pouvaient pas exprimer. Je pense à Jacques Perrin. Et Bruno Coulet a déjà travaillé avec nous. Il y a une très jolie balade qui s'appelle Voyageurs du ciel et de la mer dans un double écran IMAX. Et c'est déjà Bruno qui avait fait la musique à l'époque de Voyageurs du ciel et de la mer de Jacques Perrin. Mais aussi avec Arthur Luc Besson, et on aurait pu en citer beaucoup d'autres. Plus récemment, Martin Solveig, parce qu'on a voulu autour de lui créer une ambiance boîte de nuit, dance floor, dans Danse avec les robots. Et évidemment, il avait la connaissance de cet univers et il nous a apporté beaucoup. Voilà, donc nous sommes, alors je vais dire ça devant mes amis de la CDA, le deuxième parc français. Ça dépend des chiffres, peu importe, on est toujours le premier, le deuxième de quelque chose. En tout cas, en chiffre d'affaires, oui, mais Astérix est au même niveau, c'est la même famille, celle de la CDA. Avec 1 730 000 visites en 2012, 87 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ce qu'on va retenir, c'est qu'on a accueilli depuis 25 ans, pratiquement maintenant 43 millions de visiteurs, ce qui est quand même une performance. Car ça, il faut le faire ici dans le Poitou, avec une ville, Poitiers, que nous aimons tous, mais dont la population est à peu près de 100 000 habitants. Donc nous cherchons nos clients d'assez loin, c'est d'ailleurs ce qu'on va voir maintenant. Un tiers de nos visiteurs habitent en gros dans le triangle Nantes-Bordeaux-Limoges, viennent à la journée pour l'essentiel, c'est du marché de loisirs. Beaucoup de revisiteurs, bien sûr, dans ce bout de territoire, qui représente entre 500 et 600 000 visites par an. Mais vous le voyez, l'essentiel de notre activité fait que nous rayonnons bien au-delà de ce triangle de proximité. Nous sommes ce qu'on appelle dans le jargon des professionnels, et je salue Sophie Huberson qui est là du SNELAC, l'organisation qui regroupe tous les parcs, devenu ce qu'on appelle un resort, une destination touristique, qui adosse de l'hôtellerie, de l'hébergement à l'activité
de loisirs et qui permet donc le court séjour. 2 tiers de visiteurs, en gros de la grande façade ouest française, de Lille jusqu'à Narbonne, pour faire simple, dont l'Île-de-France, et une dizaine de pourcents d'étrangers. Beaucoup d'individuels qui viennent en famille. Vous savez bien qu'un parc, c'est un lieu, mais c'est surtout un lien. On y vient pour créer du souvenir, on y vient pour s'amuser ensemble, et donc la famille est au cœur de notre cible. Encore beaucoup de groupes, même si là aussi la sociologie du loisir fait que le groupe se meurt peu à peu, notamment du groupe scolaire, 170 000 scolaires par an, parce qu'il y a cette touche pédagogique historique du Futuroscope et du tourisme d'affaires. Voilà, alors ça, pour ceux qui ont fait l'aérobar et qui vont le faire, là vous allez voir ça de 35 mètres. En réalité, l'idée de l'architecte designer qui a conçu le Futuroscope, Denis Laming, c'était une oreille. Là, elle est un peu écrasée, mais avec un peu d'imagination, vous allez la retrouver. L'oreille qui est à l'écoute du monde, à l'écoute de l'univers. Et dans cette oreille, qui fait 60 hectares quand même, il y a une quinzaine, 17 pavillons que cet architecte a conçus, qui donnent un côté peut-être un peu vintage aujourd'hui, mais qui est assez bien vécu, qui est en tout cas un lieu insolite que nous avons largement fait vivre à travers notamment la sculpture, on l'a vu dans les allées, en étant dans l'esprit de ce lieu insolite, avec au cœur du dispositif un lac qui va s'animer ce soir pour les JO. C'est à peine visible en bas, mais c'est très important. Notre stratégie de développement, surtout depuis les difficultés que nous avons connues, il y a une dizaine d'années maintenant, mais elles sont loin derrière nous, c'est une stratégie forte de renouvellement. On est dans un métier de funambule. L'équilibre vient du fait que vous avancez, et quand on ne bouge pas, on meurt très vite. Et ne pas bouger, c'est ne pas investir. Alors il faut bien investir, il faut bien communiquer ce que l'on investit. Nous sommes, nous, sur un rythme assez fort, grâce à un outil qui a une certaine flexibilité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, nous faisons 4-5 nouveautés par an pour 10% de notre chiffre d'affaires, ce qui, somme toute, est raisonnable, et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 60% de revisiteurs. C'est notre formule du 10, 20, 60, pas très orthodoxe sur le plan mathématique, mais qui fonctionne assez bien dans notre logique de développement et de rebond depuis 2003, qui a été l'année la plus difficile du parc. Voilà, puis on fait des belles choses aussi, pas tout, mais il y a des choses qu'on réussit bien, et du coup on est primé. Je vais, par modestie, aller plus vite sur ce slide, voilà, dont notamment Arthur 4D, avec Luc Besson, qui a obtenu un prix de la meilleure attraction du monde l'année dernière. C'est bon, on continue. Tout ça, vous allez le voir demain matin. Voilà. Et puis alors, mais je laisserai tout à l'heure au président du Conseil général l'occasion de développer ça. Très intéressant, le Futuroscope, c'est comme un feu d'artifice. Lui et l'explosion primaire, 1987 et depuis 40 millions de visites. Et autour de lui se sont développées des initiatives privées la plupart du temps, notamment dans les parcs animaliers, et bientôt un center park, et dont l'investissement est à peu près comparable à celui du parc, et qui va évidemment renforcer la destination touristique de ce qu'on appelle aujourd'hui le pays du Futuroscope. Alors en 2013, dans cette volonté de rester créatif, d'innover, nous avons choisi un thème qui est celui de la musique, parce que la musique, d'abord, existe assez peu dans les parcs de loisirs. Ensuite, la musique amène la danse, amène la fête. Et par conséquent, vous allez la retrouver tout au long de l'année. On a commencé avec Martin Solveig, dès le mois de décembre, dans Danse avec les robots, qui a été donc remixé autour de lui. Voilà. Je pense que vous y avez fait un tour cet après-midi, sinon n'hésitez pas demain. Voilà, donc ce sont des robots que nous avons volés à l'industrie automobile, des bras articulés de 7,50 m de long. Vous les avez sûrement vus à la télé. C'est une pub pour la Picasso, on est entre nous, et ils peignent la nuit une voiture. Et ces robots, en fait, sont fabriqués par KUKA, et on les a, en quelque sorte, détournés de leur vocation industrielle pour les mettre au service de l'homme et de son plaisir. Et donc voilà Martin Solveig, harnaché au bout, dans une ambiance de dance floor. L'idée, c'est de proposer à tout le monde la première robot party, petit clin d'œil à Sheila, autour aussi d'un accueil avec ce robot d'esplante assez surprenant, qui est une fabrication anglaise et qui accueille les visiteurs dans le pavillon. J'ai presque terminé. Voilà, Fab 4D, donc les Beatles, on est là dans le monde de l'image, comme on l'aime bien ici. 4D, ça veut dire que la salle devient un acteur de votre expérience. Vous êtes en 3D, c'est-à-dire immergé dans l'image, mais quelque chose se passe dans l'espace dans lequel vous êtes, pour vous amener notamment de la poésie ici, autour de 6 ou 7 titres phares des Beatles. Ça vient du musée de Liverpool, bien évidemment. Dans la grande tradition des images pédagogiques du Futuroscope, une jolie balade au Kenya et à Bornéo, jolie à faire en visite. Des vétos qui maintenant ont 70 ans, mais qui depuis 50 ans travaillent dans la jungle pour soigner des animaux malades et les remettre ensuite dans leur état sauvage, ce qui est quand même un paradoxe. Et ça donne un film assez tendre et assez intéressant
autour des éléphants et des chimpanzés. Et puis on est évidemment aussi dans l'univers de la science-fiction, on en parlera peut-être tout à l'heure dans le débat, Futuroscope, c'est aussi ça, et l'attaque des drones, c'est dans l'univers un peu plus trash d'une certaine science-fiction, d'une certaine culture du jeu vidéo dans un cinéma dynamique que vous pourrez voir, qui est une nouveauté de l'année. Et je pense que j'ai terminé sur cette présentation rapide. Donc nous allons passer je vais donner la parole à Jérôme, à la présentation de la féerie nocturne, donc Lady O. Bonjour à tous et à toutes pour ceux que je n'ai pas vus. Donc la féerie nocturne, le lancement officiel ce soir, c'est plus d'1 an et demi de travail avec les équipes du parc, Jean-Hervé Madec et Mathieu Gallus, en l'occurrence, on donnera la parole dans quelques instants, et l'agence Scherzo qui a déjà travaillé avec nous. Alors, Jean-Michel Ken et puis Hélène Richard, je vais peut-être commencer par Hélène. Peut-être présenter aux journalistes un petit peu ce qu'est Scherzo, ce que vous avez déjà réalisé dans le monde entier et peut-être même au Futuroscope. Oui, donc nous connaissons bien effectivement le Futuroscope. On se définit habituellement comme des scénographes et puis aussi un peu dans un cadre un petit peu différent comme metteur en scène du patrimoine, puisqu'on travaille beaucoup sur le patrimoine construit. Donc on revient effectivement avec un immense plaisir au Futuroscope. Voilà, pour les autres choses qu'on fait, on a beaucoup travaillé au Stade de France et sur le patrimoine. Eh bien, il y a près d'ici la toute petite collégiale Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, pour laquelle on a eu la grande chance, il y a de cela beaucoup d'années, de découvrir les couleurs et d'en laisser une trace chaque soir. Voilà. Donc après Notre-Dame-la-Grande, il y a eu Amiens et puis beaucoup d'autres lieux comme cela. On travaille aussi un peu à l'étranger. On a travaillé à Jérusalem. On a un spectacle qui tourne depuis quelques années dans la Tour de David. Et on travaille dans différents lieux patrimoniaux, anciens et modernes, dirons-nous. Alors Scherzo a déjà réalisé plusieurs shows ici, La Forêt des Rêves entre autres. Donc c'est un terrain de jeu privilégié, j'ai l'impression, pour Scherzo au Futuroscope, parce qu'à chaque fois c'est un défi technologique, de nouvelles technologies qui arrivent pour toujours proposer aux visiteurs un waouh. Oui, c'est vrai qu'effectivement, on accompagne beaucoup l'évolution des technologies et effectivement, le lac du Futuroscope, c'est l'occasion de travailler sur des médias, qui deviennent autant d'acteurs différents et que ce soit l'eau, le laser ou la projection, ça nous permet d'avoir effectivement des expressions extrêmement différentes tout en restant, on recherche la sensibilité, être au plus proche du public, raconter une histoire avec des technologies qui pourraient paraître un peu froides comme le laser, mais on a de plus en plus effectivement de moyens d'expression à notre portée et ça c'est une aventure fascinante effectivement. Et là d'ailleurs vous pouvez voir sur cette page l'ensemble des technologies mises en œuvre dans le cadre de ce show. Je vais laisser la parole quelques instants à Jean-Hervé Madec, qui est directeur du développement et des projets au parc du Futuroscope. Effectivement, il y a très peu dans le monde de tels shows qui réunissent autant de technologies. Je pense qu'il y en a, bonjour. Il n'y en a pas beaucoup. La vraie gageure, c'est de jouer tous les jours. Toute l'année, qu'il neige, qu'il vente, et des fois, 2 fois par jour. Et quand on annule un spectacle une fois dans l'année, on est très très triste et on en parle longtemps. Donc sur l'autre contradiction de ce spectacle, c'est qu'on est en même temps dans la grosse cavalerie, les grosses artilleries et la dentelle. Il y a des milliers d'effets qu'il faut piloter et qui n'existent pas intrinsèquement, qui n'ont pas d'émotion seuls, et c'est le fait de les mettre ensemble qui arrive à faire ce spectacle. Donc les effets, je vais prendre toute la parole si je voulais les énumérer complètement, mais il y a 100 jets d'eau multicolores qui sont pilotés individuellement, il y a 80 mètres d'écran mapping sur 12 mètres de haut, 3 écrans d'eau de 350 mètres carrés, je crois qu'il y a 450 effets pyrotechniques, plus de 1000 stars flash, 10 projecteurs traceurs, etc., pour un théâtre de 5000 personnes. Et ça, effectivement, il n'y a pas de scène comme ça qui joue toute l'année. Il y a bien sûr des grands spectacles son et lumière dans le monde, mais qui sont sur des périodes un peu plus courtes, avec une grosse logistique derrière. Notre fierté, c'est d'être là pour nos visiteurs tous les jours. Merci Jean-Hervé. Jean-Michel, quelque chose à rajouter sur cette dimension artistique, peut-être sur la scénographie? Non, en fait,
connaît bien le lac, parce qu'on a déjà fait ici plusieurs spectacles, à chaque fois c'est un défi parce que c'est un grand théâtre, mais il n'est pas facile du tout. Il a sa géométrie qui n'est pas si évidente que ça. Il n'y a pas d'axe, donc le gradin il est très grand. Et on se trouvait en tout cas devant un fond de scène qu'on n'avait jamais utilisé. Et là, pour ce spectacle-là, on a eu envie de l'utiliser et de le faire vivre de façon différente. Alors, vous allez le découvrir tout à l'heure. Ça, c'était déjà un pari. Et puis, sinon, c'est comme à chaque fois, peut-être que cette année, c'était un peu plus court encore. Le temps d'installation de toutes ces techniques, il est très court. On a, au mois de janvier, dû tout changer dans le dispositif et après tester. Et voilà. Je pense que maintenant, ça y est, c'est au point. Très bien. Alors, dans Touche aux Nocturnes, il y a une dimension musicale. Et là, je vais donner la parole à Bruno Coulet. Je rappelle que vous avez eu plusieurs victoires de la musique, notamment pour les choristes, des Césars pour les musiques de films, on pense à Microcosmos, et puis récemment une dernière nomination encore pour Les Adieux à la Reine, donc plus de 80 musiques de films, une quarantaine d'albums, donc nous sommes très fiers de vous avoir sur ce show bien sûr, et là aussi ce n'est pas une première avec le Futuroscope. Oui, effectivement, j'avais fait pour Jacques Perrin, une chose avant même que le film Océan existe, on a fait un spectacle comme ça sur la mer, qui existe toujours, je crois. Enfin, Voyageurs du ciel et de la mer. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui vous plaît de travailler dans le fait de travailler avec le Futuroscope? Déjà ça me sort des salles obscures du cinéma. Il y a l'idée comme ça de participer à un spectacle en plein air, où chaque soir finalement est perçu différemment. Pour moi, c'est formidable. Et puis en plus, ça me permet d'être pour une fois très en avance. Parce qu'en général, j'arrive au dernier moment, le film est tourné, il est monté, et là, j'interviens. Alors que là, finalement, le spectacle, finalement, je ne le connais pas encore. J'ai écrit la musique, je l'ai enregistré avec un orchestre à Londres, avec simplement les indications d'Hélène et de Jean-Michel, que je trouvais propice à l'écriture musicale, parce qu'il y a un monde onirique, fantastique, angoissant parfois, enfin tout ce que j'aime faire au cinéma en tout cas. Mais le spectacle, en fait, je vais le découvrir ce soir. Je suis très curieux, et voilà. Mais sinon, le travail est le même, c'est-à-dire comment, à partir d'une histoire, faire vibrer l'action, les personnages. Voilà, j'espère que la musique donnera ce côté un peu fantastique, onirique, spectaculaire. Alors pour l'équipo, vous avez fait intervenir un orchestre de 40 musiciens, Ouais. Une dizaine de techniciens, et enregistré à Londres. Oui, à Londres, à Air Studio, qui est un studio magique, et avec des musiciens épatants. Voilà. Mais encore une fois, maintenant, je ne sais pas, j'ai même pas entendu, il paraît que c'est formidable ce que fait Nolwenn. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas, parce que j'ai souvent remarqué que les chanteurs étaient des narrateurs et des acteurs vraiment intéressants. Donc j'ai hâte de découvrir ce que tout ça va donner. Et puis il y a eu aussi un aspect très intéressant pour moi, c'est le travail avec Jean Goudier, qui est ici d'ailleurs, et qui a fait toute une création sonore. Jean, c'est vraiment, je pense, un des tout meilleurs créateurs sonores français. Et c'est quelqu'un qui harmonise formidablement bien sa bande-son avec la musique. Voilà, c'est un des éléments, je regrette d'ailleurs qu'il ne soit pas là, parce que c'est enfin pas avec nous sur scène, parce que c'est un des éléments vraiment principaux du spectacle aussi. Merci Bruno Coulet. Et pour toute bonne histoire, il y a une narration, et nous avons fait appel à Nolwenn Leroy. Merci Nolwenn d'être avec nous aujourd'hui. Merci. C'est vrai que j'ai l'impression que Nolwenn Leroy et Futuroscope étaient faits pour se rencontrer, puisque, à plusieurs reprises d'ailleurs, que ce soit dans les thématiques ou même dans l'esprit, eh bien, l'Edio rassemble tout ça. L'Edio, c'était un peu
une synchronicité incroyable entre le projet que j'ai sorti en décembre et Lédio, le projet Aux filles de l'eau, Lédio. Je me disais qu'il n'y avait pas de hasard et que je me devais de faire partie de ce spectacle. Effectivement, moi j'aime raconter des histoires à travers mes chansons, et là j'ai l'occasion de raconter des histoires, aussi une histoire, de raconter cette histoire comme ça au creux de l'oreille de chacun des spectateurs ce soir, et que ces gens-là puissent rêver le temps d'une vingtaine de minutes. On parlait de ce monde onirique, ce monde fantastique. Moi, tout ça, ce sont des mots qui m'évoquent, qui m'inspirent, qui accompagnent mes projets, mes chansons depuis 10 ans. C'est vrai que c'est vraiment c'est un monde dans lequel je me sens bien, et toute l'imagerie qui accompagne mes projets à chaque fois, c'est toujours dans ce monde de rêve. Et c'est vrai que il y avait une certaine cohérence, oui, d'être là aujourd'hui et de faire partie de ce spectacle. Et raconter des histoires, c'est quelque chose de nouveau pour toi. Tu l'as fait récemment. Oui, raconter des histoires à travers en chanson, bien sûr, mais raconter des histoires, être narratrice. Oui, j'ai eu l'occasion de faire du doublage récemment dans un film d'animation. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, mais là, l'exercice est encore une fois différent. Et j'ai eu la chance d'être guidée par... On était ensemble en studio, et puis on a passé un petit moment ensemble. Après avoir écouté les musiques aussi de Bruno Coulet, qui m'ont beaucoup inspirée, parce que la proposition était là, voilà, tout était là, et il fallait que je pose juste ma voix, comme ça, en tout dernier, sur ce spectacle. Alors, je suis impatiente d'entendre ce que ça donne. Je suis un peu... D'ailleurs, ce soir, c'est la première fois qu'on vous réunit tous pour le découvrir tous ensemble. Exactement. Très bien. Je ne serai pas plus long parce que je vais aussi laisser la parole sur cette partie à la salle. Est-ce qu'il y a des questions avant de changer de sujet, de s'envoler avec l'aérobar? On enchaîne. Et là, je vais accueillir Jérôme Giacomoni et Mathieu Gobi. Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter rapidement l'histoire d'Aérophile, notre société. Et ensuite, Jérôme développera plus particulièrement l'aérobar, donc ce bar volant que vous avez aperçu et peut-être déjà pratiqué. Donc, notre aventure a commencé il y a 20 ans, en sortant d'école. Donc, on était ensemble en école d'ingénieur. Et on a eu l'envie, la vocation, en fait, de créer une société pour faire voler des passagers. Donc là, on voit le premier ballon captif qu'on a mis au point en 1994 dans le château de Chantilly. Et l'idée était déjà d'offrir à tout le monde la possibilité de voler dans un engin original. Là, en l'occurrence, c'est un ballon donc, qui ne crée aucune pollution, qui est très silencieux, très paisible. Donc, c'est des attractions qui sont toujours familiales, paisibles et originales, et puis qui permettent de s'élever pour à la fois constituer un spectacle et puis observer ce qui nous entoure. Depuis 1999, on est présent au sud de Paris. Là, on voit le ballon du parc André Citroën, dont on a renouvelé l'enveloppe récemment. On fait une inauguration jeudi prochain du nouveau ballon de Paris. Donc, c'est un ballon qui, là aussi, permet aux Parisiens de s'élever à 150 mètres au-dessus de Paris. Et cette année, on pourra monter de temps en temps jusqu'à 300 mètres, c'est-à-dire aussi haut que la Tour Eiffel, à bord d'un ballon. Donc là encore, pour les familles, c'est un moment, comme le disait Dominique, un moment de lien. C'est un moment qui permet de créer des souvenirs qu'on n'oublie pas et qui réunissent les gens qui font ce vol ensemble. Alors voilà, donc justement ce nouveau ballon Generali qui a la particularité en plus d'indiquer les niveaux de pollution au-dessus de Paris. On a un partenariat avec la ville et avec Air Paris. Donc les monuments changent de couleur pour indiquer le niveau de pollution de fond, et les voitures changent de couleur également pour indiquer le niveau de pollution près du trafic. Donc là, les gens peuvent monter à bord, mais peuvent aussi regarder le ballon pour connaître la pollution qui règne à Paris, qui est bien supérieure à celle qu'il y a au Futuroscope, malheureusement. Voilà, donc en 20 ans, on a vendu 63 ballons dans 28 pays.
que je vais vous montrer rapidement. Donc il y en a en Chine, il y en a au Vietnam, en Thaïlande, en Corée, il y a des ballons en Californie, dans le Tennessee. Voilà, Donc on est devenu le plus grand transporteur, le plus grand transporteur en plus léger que l'air. Voilà. Et je vais passer la parole à Jérôme pour parler des exploitations et de l'aérobar. Alors, oui, ça marche. Donc, on est aussi opérateur de ballons. Donc là, je vais très vite, on opère 6 ballons. Et donc, à force de faire monter des gens dans le ciel, on s'est dit, il faudrait qu'on invente un nouveau concept où à la fois on profite de la vue, à la fois on a des sensations extraordinaires, et à la fois on boit un verre, parce que finalement, on avait envie de convivialité. Et donc, on a développé l'aérobar, et on a eu la chance, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Dominique, que je connais grâce au syndicat des parcs d'attractions depuis de nombreuses années, et je lui ai proposé l'idée, et tout de suite on s'est dit, mais c'est vrai que le Futuroscope, c'est l'endroit pour faire ça, parce que finalement c'est une sensation totalement nouvelle, c'est quelque chose que jamais personne n'a fait jusqu'à présent, boire un verre à 35 mètres de haut, les pieds dans le vide, donc convivialité d'un bar, sensation très forte, et puis la vue. Donc en fait, c'est ces 3 choses qui font cette espèce de magie qu'on espère pouvoir donner au grand public avec l'aérobar. Et finalement, moi je trouve que on retrouve une des attractions que j'adore au Futuroscope, qui est le choc cosmique. Vous avez cette espèce de voûte terrestre qu'on vous êtes à moitié dans le siège. Et bien là, c'est la même chose. Tout d'un coup, vous avez cette vue à 360 degrés. Vous avez tout le ciel tout autour de vous. Vous êtes dans la nature. Vous avez juste à votre pied le Futuroscope. Ensuite, vous avez la magnifique région. Et après, vous avez le ciel. Et donc, vous avez fait tous ces éléments avec une coupe de champagne ou un cocktail qui vous permettent d'apprécier cette attraction. Donc, nous, on est très, très contents de pouvoir l'avoir fait, notre premier prototype au Futuroscope. Et on espère avoir beaucoup de public. Et puis, on espère peut-être en mettre ailleurs, dans d'autres sites. Et donc, on veut vraiment vous remercier pour cette chance que nous donne le Futuroscope. Merci. Et puis nous allons donner la parole à nos 2 actionnaires principaux, à savoir Olivier Garayal, qui représente la Compagnie des Alpes, et Claude Berthaud, président du Conseil général de la Vienne. Alors la Compagnie des Alpes, peut-être un petit mot sur ce que ça représente. C'est la 4e saison. Oui, 3e. Pleine et, Depuis 2010. Tout à fait. 4e qui Tout à fait. commence, ouais, c'est ça. Exactement. Donc la Compagnie des Alpes, c'est quoi la Compagnie des Alpes? Eh ben, c'est un des acteurs majeurs en Europe dans le domaine des loisirs. Alors comme son nom l'indique, on est surtout aussi présent dans les domaines skiables, avec une année qui va bientôt s'achever, fin avril, début mai, principalement en région Rhône-Alpes, en France, avec une présence pour les prochains Jeux Olympiques de Sochi. Et au niveau des parcs de loisirs, nous sommes présents principalement en France, en Belgique et en Hollande, avec des marques emblématiques que sont Walibi, Grévin, bien évidemment Futuroscope et le parc Astérix. Et à côté de ça, nous avons aussi d'autres parcs qui sont là plus régionaux. C'est le parc pas loin d'ici, nous avons Planète Sauvage qui est un parc animalier. D'accord. Monsieur Berthaud. Conseil général satisfait de toutes ces nouveautés cette année? Vous en avez déjà testé un certain nombre. Ça fonctionne, mais bien sûr que nous sommes très satisfaits. Si vous voulez, l'équation qu'a présentée Dominique tout à l'heure, il n'a pas parlé d'équation, il doit être en train de perdre les mathématiques. Du 10, 20, 60, nous y adhérons absolument, parce que les 20%, les 10% sont importants en termes d'investissement. Le fait qu'on puisse faire en sorte qu'un 5e du parc soit renouvelé tous les ans, et que tout cela, ça nous donne 60% de revisite, c'est extraordinaire pour le département de la Vienne. Il faut savoir que nous sommes dans un lieu emblématique de la Vienne, le lieu emblématique qu'a voulu le président Honoré. Et j'ai eu la chance, j'étais déjà élu à l'époque avec lui, on a vécu une sensation tout à fait exceptionnelle, parce qu'on est parti de champs de betteraves ou d'un peu de maïs pour en arriver à ce que nous avons ici aujourd'hui, ce parc Futuroscope, autour duquel s'est greffé ensuite la technopole et une zone de formation. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour, puisque nous accueillons notre star préférée en plus, alors ça, c'est formidable, bien sûr. Un petit mot peut-être sur la campagne très récente de marketing touristique
sur la marque pays du Futuroscope que l'Agence touristique du département et le Conseil général viennent de lancer. Oui, alors il faut savoir simplement, effectivement, je voudrais dire qu'il y a 3 ans, nous avons estimé, le Conseil général, que ce n'était pas tellement de notre ressort que d'aller s'intéresser à la vie d'un parc tel que celui-ci. Ce n'était pas notre job. Et donc, nous avons recherché des opérateurs bien connus dans ce domaine. Et nous avons eu la chance de rencontrer la Compagnie des Alpes, dont cédé une partie, naturellement, de nos parts. Et aujourd'hui, eh bien, ça fonctionne très bien entre nous. Alors, nous avons forcément une com extrêmement importante, parce que, comme le disait Dominique tout à l'heure, après le Futuroscope, sont nés à peu près une quinzaine de projets structurants dans le département, certains orientés vers le domaine animal, d'autres sur le cuir, d'autres sur le livre, etc. Nous avons une quinzaine donc, de produits à présenter. C'est pour l'année 2012, pour vous donner simplement un chiffre, c'est 4 700 000 visiteurs dans le département de la Vienne, et c'est un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros. Donc c'est pour nous tout à fait exceptionnel. Moi, je veux dire que je suis le plus heureux, certainement, des présidents de conseils généraux, l'un des plus heureux de France. Merci, Monsieur le Président. Pour conclure, Dominique Hummel. L'utile serait de conclure, disait quelqu'un. Donc moi, je voudrais juste, peut-être pour, en particulier ceux d'entre vous qui découvrent le Futuroscope, insister sur cette dynamique de territoire. On est, à l'heure où on critique beaucoup le politique, ici quand même, dans un lieu qui est une initiative du politique. Le Futuroscope, c'est, il y a 25 ans, la rencontre entre un homme, René Monory, et une époque, la décentralisation qui est en train de naître. On est dans les premières lois de décentralisation, les lois Mauroy. Et sans cette rencontre-là, entre quelqu'un qui avait de l'audace, mais en même temps qui était pragmatique, qui a su convaincre des élus autour de lui, qui a su convaincre des partenaires, il n'y aurait pas ce Futuroscope, parce qu'au fond, on est totalement l'antithèse d'une approche de marketing. Vous faites une étude de marché, jamais vous ne posez le Futuroscope dans cette terre que le guide de Routard évoquait comme vaguement agricole et agricolement vague. Avec, 400 000 habitants dans le département, il fallait oser installer ici le Futuroscope. Donc c'est un fruit du volontarisme, c'est un fruit de ce qu'on appelait à l'époque l'aménagement volontaire du territoire. Ça aurait par conséquent, comme ça arrive quelquefois, politiquement correct ne veut pas dire économiquement efficace, ça aurait pu ne pas survivre. Et il y a eu des difficultés, ça n'a pas été un long fleuve tranquille ces 25 années, tu le sais bien Claude, et notamment il y a 10 ans, nous sommes passés très près de la mort, en tout cas on était en perte significative de trafic, en déficit lourd, mais parce qu'il y avait une puissance dans l'idée maîtresse, cette idée qu'on puisse créer un lieu qui à la fois en effet amuse, mais en même temps permet de découvrir, où on s'amuse avec les technologies, où les technologies racontent quelque chose du futur, promesse plus ou moins tenue, on a un long débat autour de ça. Malgré tout, il y avait une originalité dans le positionnement, une originalité dans la mise en œuvre du site, vous l'avez découvert aujourd'hui, un parti pris qui fait que nous sommes restés 25 ans debout et qu'aujourd'hui nous accueillons 1 700 000 visites ici, alors que les études de marché devraient dire 300 000, 400 000, 500 000, et on le sait dans le groupe, n'est-ce pas Olivier? Donc ça, il faut le souligner. Ce qu'on est en train de vivre maintenant, et je voudrais insister là-dessus, à côté de Claude et à côté de la Compagnie des Alpes, c'est un nouveau challenge, car arriver dans ce nouveau modèle économique, qui est celui maintenant de notre indépendance financière, nous ne vivons plus, même si le Conseil général est toujours au rendez-vous de ses obligations de propriétaire, mais nous ne vivons plus d'un investissement qui est porté par la collectivité. Nous sommes en situation de dégager des excédents, en tout cas pour l'instant, je touche du bois, ça fonctionne, qui permettent à cet outil créé par la puissance publique d'avoir aujourd'hui son autonomie privée. Et ça, je voudrais aussi insister là-dessus, dans ce contexte effectivement plutôt critique pour l'action publique. On a un enfant public et qui aujourd'hui est créateur de richesses. Et en effet, au-delà du Futuroscope, vous êtes ici dans une technopole. Allez au-dessus de l'aérobare, regardez au-delà des bâtiments du parc. Vous verrez des bâtiments dans lesquels 200 entreprises travaillent, rassemblant plus de 2000 personnes. Vous verrez des écoles, 10% de la recherche française en sciences pour l'ingénieur est localisée ici dans la technopole. Vous verrez des labos de recherche. Et ça, c'est quand même extraordinaire d'avoir pu, grâce à cette audace,
porté ensuite par ceux qui ont succédé à René Monory, notamment toi, Claude, traverser le temps et aujourd'hui a encore, je l'espère, avoir une vraie puissance d'avenir. Donc moi, je voulais insister là-dessus, notamment pour ceux qui nous découvrent, de cette originalité dans le process, en quelque sorte, avec une logique de partenariat public-privé, qui, je pense, à l'heure où le pays cherche comment continuer ses investissements, peut être assez intéressante. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais qu'après, il y a des prises de son avec les uns et les autres, donc on va être obligé de laisser un peu la salle pour le travail des différents médias. Ce que je pourrais peut-être avancer également, Dominique, si tu le permets, c'est qu'effectivement, nous avons vécu une période absolument dramatique en 99, où nous avons eu l'idée de vendre le parc dans son intégralité. Et au bout de 2 ans, par défaut de communication, c'est véritablement cela qui a véritablement pesé dans la balance, eh bien, nous sommes retrouvés à 300 000 visiteurs, quoi. Et que depuis 10 ans, 12 ans maintenant, nous avons retrouvé le régime de croisière, mais il faut dire que c'est pas tout simple et que je ne peux pas faire de la flagornerie, mais si nous n'avions pas l'équipe que nous avons depuis 2002, Dominique en particulier, mais tous ses collaborateurs, ses collaboratrices, nous n'en serions pas là aujourd'hui. C'est un travail de dingue qui a été réalisé depuis une dizaine d'années. On s'amuse beaucoup dans ce métier, comme le vôtre. Voilà, donc s'occuper de tourisme suppose qu'on ne soit pas des touristes dans la manière de le faire. Voilà, il y a du professionnalisme, mais il y a beaucoup de plaisir à faire ce job. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonsoir. Il y avait juste j'ai une petite question pour l'aérobar, en fait. J'ai pas trop compris le concept. On reste en l'air, en fait, combien de temps? Est-ce que c'est pour 10, 15 personnes? Enfin, voilà, juste détailler un peu comment ça se passe, s'il vous plaît. Vous ne l'avez pas fait? Pas encore. Ben, j'y compte bien. Merci. Alors, l'idée, c'est de rester à peu près 10 minutes en l'air avec une boisson que vous choisissez. Donc, un soft, c'est 6,50 €. Et on a fait des cocktails sans alcool spéciaux, Morito, Pina Colada pour 8 €. La coupe de champagne à 11 €. Donc, si vous voulez, c'est un peu la pause nuage. Enfin, vous montez dans votre nuage, vous montez en l'air. Pendant 10 minutes, vous êtes dans le ciel. Et puis, vous êtes ensemble avec votre famille ou avec vos amis. Et après, vous repartez. Donc, ça sera un peu... C'est un peu l'équivalent, parce qu'on est à la Compagnie des Alpes, hein, c'est un peu l'équivalent des bars d'altitude, où il y a un peu de musique, où les gens, finalement, après 2-3 pistes, s'arrêtent et font une pause. Donc le concept, c'est ça, avec un prix très raisonnable. L'objectif, c'était de rester, que tous puissent le faire, vous voyez, puisque finalement, pour une famille, on ne dépassera pas les 20 €. D'autres questions? Profitez-en, tous les intervenants, tous les acteurs du projet qu'on nous a montré sont ici. C'était très complet. Non, c'est bon. Donc, nous donnons rendez-vous, il y a ceux qui restent pour les interviews. Voilà. Et puis, pour tous les autres, donc on se retrouve au Kaléidoscope à partir de 19h.